Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et on retrouvera durant l'émission Delphine Vespizar. Elle a rencontré Roland. Et Roland a tout simplement écrit le livre de sa vie. Ce sera à suivre dans quelques minutes. Vera Bossiac est son invitée dans le Vera Lifestyle. Laetitia Lestingy, elle est la fondatrice de Cosmestory. Ça sera à suivre. À découvrir, regardez des sensations de course pour ressentir ce que vivent les champions. Malgorzata Gobert de l'Automobile Club nous explique tout. Et enfin, d'émission, les compensations environnementales dans le magazine En route pour le COS. On parlera de renaturation, d'arbres plantés, de mares et également du grand hamster. Avant cela, c'est l'actualité, Anna Britz. Bonsoir à tous. Et dans l'actualité, ce soir, c'est le début des soldes d'été. Et si ce n'est plus l'affluence d'antan dans la plupart des magasins, nombreux sont ceux qui attendent toujours cette période avec impatience. Ce sera l'occasion d'évoquer ensemble de nouvelles tendances en matière de consommation. La fripe et la création locale tirent leur épingle du jeu. Et puis vous le voyez, ce sera bientôt le passage du Tour de France en Alsace et l'heure est au dernier préparatif. Et on commence avec un point sur la canicule en raison du pic d'ozone. La vitesse maximale autorisée pour les véhicules sera abaissée de 20 km demain à partir de 6h du matin sur l'ensemble du réseau routier du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Et puis dans l'Eurométropole de Strasbourg, la circulation différenciée sera mise en place. Seuls les véhicules qui disposent de vignettes critères 0, 1, 2 ou 3 seront autorisés à circuler. Les autres devront donc rester au garage, ce qui représente près de 60 000 voitures immobilisées rien qu'à Strasbourg, soit environ 35% du parc automobile de la ville. Même proportion à peu près dans le Bas-Rhin, 276 563 voitures disposent de vignettes 4 ou 5 ou de pas de vignettes, soit 31% des automobiles du département. Les soldes d'été ont donc débuté ce matin. Jusqu'au 6 août, les Français pourront profiter de prix cassés et c'est la dernière fois que les soldes dureront 6 semaines. Ils seront raccourcis à 1 mois dès l'an prochain car s'il reste un événement pour les commerçants et les consommateurs, les soldes sont en perte de vitesse. L'augmentation de la vente par correspondance et la multiplication des périodes de promotion toute l'année ont contribué à diminuer leur attrait. Mais les acheteurs étaient tout de même nombreux ce matin à traquer les bonnes affaires et ce, malgré la chaleur. Exemple dans la zone commerciale de Vendenheim. C'est le début des soldes, ça fait toujours plaisir. Du coup, on va dans les magasins, on achète et voilà, on se fait plaisir. Je trouve que c'est avantageux avec les enfants, surtout qu'on en a 4, on arrive à bien les habiller avec une certaine somme. Moi, je préfère en magasin, comme ça on peut essayer. Parce que sur Internet, on ne sait jamais, on voit sur la photo, mais on ne sait pas quelle est la matière ou si ça va bien pour les chaussures par exemple. Pratiquement tous les magasins sont climatisés, donc ça permet de même se rafraîchir aussi un petit peu. En même temps, jeter un œil. Et puis pour ceux qui veulent se refaire une garde-robe à petit prix mais qui souhaitent éviter la surconsommation, il existe des alternatives. La fripe connaît un regain d'intérêt qu'on appelle seconde main, vintage ou occasion. Le vêtement de la fripe donc séduit de plus en plus de clients. Ce matin, une nouvelle boutique spécialisée a ouvert dans la zone commerciale de Vendenheim et elle a tout de suite rencontré son public, Romain Hirt et Gilles Kuntz. C'est l'occasion de faire peau neuve, ou presque. Dans cette nouvelle boutique dédiée aux vêtements d'occasion, on met l'accent sur la citoyenneté. Le but en fait c'est vraiment je pense d'aider les gens via donc, la fripe parce que c'est un côté sympa, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le porte-monnaie aussi, donc ça touche vraiment tout le monde. Et le but c'est vraiment ça, c'est de mettre l'humain au premier plan. En 25 ans d'existence, l'entreprise Relais Est, qui gère 7 établissements de ce type dans la région, a collecté près de 6300 tonnes de textiles. Ces tissus sont ensuite triés pour en revendre les meilleures pièces. L'occasion pour certains clients de lutter contre la surconsommation. Je trouve qu'on achète trop de vêtements souvent. On est alerté sur le fait qu'il y a beaucoup de gaspillage vestimentaire aussi. Et donc ça fait circuler les vêtements. Pourquoi acheter des nouveaux vêtements qui sont fabriqués des fois dans des conditions pas idéales. Et donc je trouve qu'éthiquement c'est intéressant. Mais pour la clientèle, l'intérêt principal de ces boutiques, c'est avant tout les prix. Je suis passé devant, j'ai vu c'est en collaboration avec Emmaüs.
Alors je me suis dit tiens, bon, vu que je connais déjà à la base, je me suis dit pourquoi pas venir voir, jeter un coup d'œil, c'est l'occasion. Je vais des fois à Emmaüs pour voir ce qu'il y a, parce que mine de rien c'est quand même des prix intéressants. Et c'est vraiment pour trouver la bonne affaire. Des bonnes affaires à saisir ou à proposer. Pour recycler vos vêtements inutilisés, rendez-vous dans les 1450 bornes de collecte du Grand Est ou directement en boutique. Et une autre tendance qui monte en matière de shopping, l'artisanat local, y compris en matière de vêtements, bijoux et décorations. Et donc les boutiques de créateurs se multiplient. Exemple à Strasbourg, Cécile Motz. Bijouterie, accessoires, dessins, petite enfance, mais aussi alimentaire. Ici, tout est artisanal, tout est local. Depuis 2016, Les Herbes Folles, c'est un magasin, mais c'est aussi une association d'artisans. L'objectif ici, vivre de sa passion et valoriser le fait main. Une vingtaine d'Alsaciens se sont lancés dans l'aventure et font découvrir leurs produits. Je trouve que c'est super important d'avoir ça, notamment à Strasbourg, promouvoir l'artisanat local, des artistes. Enfin, moi, je trouve ça c'est une super idée. Donc, je peux que adorer. Ici à Strasbourg, il y a d'autres boutiques qui ressemblent à celle-ci, qui ont l'air de bien fonctionner. Donc, je pense qu'il y a toute une population qui est intéressée et que c'est en plein essor. En boutique, pour accueillir et conseiller les clients, pas de vendeurs, ce sont les créateurs eux-mêmes qui partagent leur travail. Un roulement se fait et une fois par mois minimum, les artisans changent de métier pour devenir vendeurs. Les clients réguliers reviennent, ils savent quel jour il y a quel créateur, ils viennent passer des commandes, ils viennent les retirer en boutique et ensuite ils viennent nous demander est-ce que vous faites telle chose, est-ce que vous faites telle chose. Et la présence en boutique fait que ça fonctionne bien comme ça. Les gens ont besoin de donner un sens à leurs achats, de savoir d'où ça vient et que quand ils l'offrent à la personne, ce cadeau il a une origine, il a une histoire et quelqu'un derrière qui l'a fabriqué. Et ça c'est ça qui fait toute la différence. Après 3 ans rue des Vaux, la boutique souhaite se rapprocher du centre de Strasbourg et s'installer rue du Jeu des Enfants. Un déménagement qui permettrait une meilleure visibilité, mais qui coûte. Alors les créateurs ont lancé un crowdfunding jusqu'en juillet. J'ai ouvert une deuxième petite boutique avec le Cocon de Zoo rue de la Division Leclerc et je me suis rendu compte, qui s'appelle la Fabrique à Bonheur, et je me suis rendu compte le champ des possibles en fait. On attire énormément plus de monde là-bas qu'ici et j'ai voulu voir grand pour mes créateurs. J'ai voulu qu'ils aient un endroit où ils touchent le plus de monde possible et où ils se fassent connaître et où ils gagnent de plus en plus en termes de visibilité et en termes de vente, bien entendu. Du coup, j'ai beaucoup cherché. Et quand je suis rentrée dans cette petite boutique donc, qui se situe rue du Jeu des Enfants, qui est aujourd'hui tenue par Adeline Ziliox, j'ai eu un énorme coup de cœur. Et le déménagement prévu en octobre ouvre de nombreuses perspectives de développement aux Herbes Folles. Des ateliers pourraient y être organisés pour accueillir encore plus de Strasbourgeois. Dans 2 semaines, le Tour de France fera étape à Colmar et Mulhouse. Pour marquer le coup, les collectivités alsaciennes ont présenté ce matin à la Maison de l'Alsace un des véhicules qui participera à la caravane du Tour, Nora Borioa. Après 5 ans d'absence, la Grande Boucle repassera par l'Alsace cet été. Et c'est un accueil en grande pompe qui lui est réservé. Des véhicules aux couleurs de l'Alsace partiront de Bruxelles le 6 juillet et participeront aux 6 premières étapes du Tour de France. 2019, c'est le centenaire du maillot jaune, l'un des plus grands symboles de l'histoire du sport. Mais c'est aussi le centenaire du tout premier passage du Tour de France en Alsace. Après la Première Guerre mondiale, l'Alsace redevenue française. Et peut-être aussi un peu parce que je suis d'origine alsacienne par ma mère, il y avait en effet comme une évidence pour moi de faire en sorte que le Tour passe de manière significative en Alsace en 2019 et ce sera le cas.
Au total, 80 communes alsaciennes seront traversées pour les étapes Saint-Dié-des-Vosges-Colmar le 10 juillet et Mulhouse, la planche des belles filles le 11 juillet. Une occasion unique pour promouvoir l'Alsace lors de cet événement sportif international. Le Tour de France, c'est une vitrine extraordinaire pour les communes, pour les territoires qui sont traversés. Ça permet au monde entier de découvrir l'Alsace. Si on avait dû payer des communicants pour avoir la même capacité de résonance, on aurait dû utiliser tout le budget du département. Donc là, forcément, pour nous, c'est un moment extraordinaire pour faire rayonner l'Alsace. On fournit des drapeaux, des banderoles, des t-shirts. Par exemple, une opération emblématique, ce sera de revêtir la tour du Haut-Königsbourg d'un maillot jaune. Plus de 500 bénévoles sont déjà mobilisés pour le Tour de France en Alsace. Si vous souhaitez aussi rejoindre l'aventure de la Grande Boucle, il suffit de s'inscrire sur le site internet www.letour2019.alsace. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et eux mettent tout juste le pied à l'étrier, mais un futur maillot jaune se cache peut-être parmi ces apprentis cyclistes. 450 enfants ont reçu leur permis vélo. Cécile Motz. C'est un panneau d'interdiction, on n'a pas le droit de faire certaines choses. Qu'est-ce qu'il y a dessiné à l'intérieur du panneau ? Un vélo, donc on n'a pas le droit d'aller tout droit. Essayez de décortiquer les panneaux, c'est très important. C'est un dessin, c'est simple, et il y a des familles. Les ronds, les interdictions, les carrés, les indications et les triangles, les dangers. D'accord ? Priorité à droite, respect des feux de circulation. Pour faire du vélo, il faut avoir de bons réflexes. Avec leur casque sur la tête, ces enfants ont entre 6 et 11 ans et déjà leur permis en poche. Ça reste un plaisir, c'est pour certains un sport, un loisir. Moi, c'est plutôt pour un moyen de transport. On doit respecter les panneaux. Quand il faut mettre le bras pour tourner à droite, on met le bras à droite, etc. Des fois, on a envie d'y aller rapidement et on n'a pas forcément envie de respecter les panneaux. Il y a plein de panneaux différents, ils se ressemblent un peu, on ne sait pas lequel ça veut dire quoi parfois. Au centre d'éducation routière de Strasbourg, les agents de police veillent au grain. L'objectif ici, apprendre à utiliser un vélo en toute sécurité. Souvent, les jeunes enfants, on leur apprend à faire du vélo, mais ils ne savent pas circuler à vélo. Donc c'est le but de les faire évoluer sur cette piste et aussi le but du permis vélo qui va les préparer à circuler sur la voie publique en toute sécurité. On va les sensibiliser sur les différents axes sur lesquels ils vont évoluer, donc en particulier sur les pistes cyclables, puisqu'à partir du moment où il y a une piste cyclable, les cyclistes sont obligés de l'emprunter. Sur une chaussée normale, on va les sensibiliser effectivement sur les priorités à droite et sur les différentes intersections qu'ils peuvent rencontrer, en particulier les carrefours giratoires ou les ronds-points. Sur les pistes cyclables ou les ronds-points, il faut savoir partager la route. Alors pour la ville de Strasbourg qui mise beaucoup sur le développement du vélo et des mobilités dites douces, il est important de favoriser la sécurité et les bons comportements. On est quand même aujourd'hui dans un moment où les modes de pratique, les modes de déplacement doux sont vraiment à privilégier. Et c'est justement avec une sensibilisation dès le plus jeune âge qu'on va pouvoir sans doute encore augmenter la pratique du vélo, ce qui est toujours un objectif pour nous à la ville de Strasbourg. C'est une forme d'éducation civique à bien se comporter sur la route, dans la rue et apprendre à appréhender aussi la circulation avec les autres. Pendant un an, plus de 400 enfants de l'Académie de Strasbourg se sont préparés à circuler à vélo. Mais leur permis n'est pas un aboutissement, seulement une étape. Il s'agit d'un permis cycliste, savoir rouler à vélo, qui permet de travailler dans un parcours éducatif en commençant avant cela par le permis piéton pour aller ensuite vers le collège et l'attestation scolaire de sécurité routière. Donc c'est un enjeu important puisqu'on est dans un parcours qui se déroule sur plusieurs années et vous en voyez aujourd'hui la concrétisation à une étape de ce parcours. Au-delà de la remise du permis, les élèves des 12 écoles présents ce matin ont pu s'initier aux gestes de premier secours et à la mécanique. Et si certains s'interrogent, pas de panique, pour ce permis, il n'y a pas de point à perdre. Et c'est l'heure de l'image du jour, Oliviane. Chaque année, pour le teaser de leur bal du 13 juillet, les pompiers de Strasbourg se lâchent. Et la cuvée 2019 de leur clip cartonne sur les réseaux sociaux, avec près de 120 000 vues en quelques jours seulement.
Ça commence doucement avec une intervention en marinière, mais comme d'habitude, ça se termine de manière bien plus torride pour le plus grand plaisir de leurs fans sur Facebook et du magazine TTV. Merci Anna, j'ai trouvé que Vera était très intéressée par l'image du jour. Voilà, Vera Bostiak nous rejoint, c'est le plateau du soir avec son invitée Laetitia Lestingy, fondatrice de Cosme Story, et Malgorzata Gobert de l'Automobile Club. On va parler de simulateurs de voitures, de courses. Ça, c'est uniquement pour se faire plaisir. Aujourd'hui, on ne se fait plus plaisir sur la route, mais plutôt chez vous, et on en parle juste après ça. Découvrez DS3 Crossback dans votre DS Store Colmar et Haguenau et au DS Salon de Saverne. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Au programme aujourd'hui, du soleil et des chaleurs. Regardez, il fera déjà très beau évidemment dans votre matinée. Les valeurs, regardez, il fera entre 21 et 23 degrés. 21 degrés à Saverne, 23 degrés à Strasbourg ainsi que sur l'ensemble du Haut-Rhin et chez nos voisins de la région du Bade-Wurtemberg. 22 degrés à Wissembourg et Bâle. L'après-midi, on prend les mêmes et on recommence du soleil. Et les températures dans l'après-midi iront jusqu'à 32 degrés à Strasbourg et Pratteln, 30 degrés à Saverne et Colmar, 31 degrés pour Mulhouse, Roppenheim ainsi que chez nos voisins allemands. Votre journée de vendredi, du soleil et des valeurs qui iront entre 26 et 29 degrés. En ce jeudi, nous célébrons les Fernands. Le soleil se lèvera à 5h28 pour nous dire au revoir à 21h35. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Découvrez DS3 Crossback dans votre DS Store Colmar et Haguenau et au DS Salon de Saverne. Et on accueille ce soir Malgorzata Gobert de l'Automobile Club Association. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Beaucoup d'adhérents dans cette association Automobile Club. 1 563 007 membres l'an passé. 21 000 automobilistes ont suivi des stages, alors des stages de sensibilisation ou des stages de récupération de points. Ça, des gens qui font des stages de récupération, il y en a quand même pas mal. Oui, tout à fait. Voilà, c'est une activité intéressante, en tout cas pour l'ACA. Oui, c'est une des activités principales, oui. Voilà, et en fait, pas folle la guêpe, une fois qu'on a fait son stage, on ne fait plus le fou sur les routes. Exactement. Et vous dites, on va le faire dans un simulateur. Tout à fait. C'est ça l'idée ? C'est ça l'idée, c'est pas de se défouler sur les routes, mais effectivement sur les simulateurs. Comment ça s'est fait l'acquisition des 2 simulateurs qu'on va voir dans quelques instants ? En fait, c'est un partenariat qu'on a avec une auto-école près de Mulhouse, auto-école Montaigne, et c'est vrai qu'ils travaillent depuis de nombreuses années avec les simulateurs Ellipsis. Ouais. Et c'est vrai que l'idée, c'est justement aussi un peu ce côté prévention du risque routier. C'est pas forcément que par des stages, mais effectivement, pouvoir rouler, se défouler sur la route et pas derrière son volant. Voilà, vous allez le voir, c'est pour le grand public, c'est aussi de l'event d'entreprise, ça on en parle dans un instant. Bande annonce. Voilà, Malgorzata est notre invité. Vous les avez testés, vous Oui, tout le monde à l'ACA les a testés lors d'une soirée, d'une journée entreprise. Ça fait effet. On a beau être pas fan de jeux vidéo ou de course ou de vitesse, mais tout le monde se prend au jeu. Ça marche. Ah oui, ça marche. Ouais. Et en termes de sensations, est-ce qu'on retrouve vraiment les sensations de pilotage ? Ah oui, tout à fait. Ouais. Vous voyez là, on voit sur les images, les plateformes elles bougent et maintenant si on est à 2, on fait la course en même temps. Si on se fonce dedans, on se fonce vraiment dedans. Quoi. Ah oui, d'accord. Les 2 simulateurs sont totalement connectés. C'est ça, tout à fait. 3 écrans, on le voit, on voit sur les côtés, les bords de la route. Exactement.
C'est vraiment comme dans la réalité, les pédales, l'association du volant, c'est pour ça qu'on peut choisir les circuits que l'on souhaite en mode F1, rallye, etc. Et les véhicules se comportent comme un véhicule de course. Si on choisit la Mégane R3, je sais pas, donc elle va vraiment se comporter, la tenue de route, les sensations. Vous aimez bien les bagnoles? Non, pas forcément, mais quand j'ai testé, tout le monde sort, il y a l'effet waouh. Ah ouais, ça marche. Il faut le voir, hein, c'est sur vérin hydraulique. C'est-à-dire, en fait, vous roulez sur les vibreurs des circuits. Là, ça commence à bouger. Alors, c'est destiné à qui, en fait? À tout le monde. Donc, c'est vrai que nous, on veut le proposer aux entreprises, comme nous, on l'a fait personnellement, dans le cadre de l'entreprise, pour faire des soirées, faire des challenges, des sessions de motivation, vraiment pour faire une cohésion de groupe, mais aussi pour le particulier, qu'il soit seul ou en soirée privée, pour l'enterrement de vie de garçon, par exemple. On passe pas à l'improviste, on dit pas tiens, j'ai envie de faire du simulateur. Non, malheureusement, chez nous, pas pour l'instant, donc c'est vraiment sur réservation, et après, on peut s'adapter à la demande, donc faire des soirées ou en journée, 3 heures, 6 heures. On met à disposition nos espaces, plus tout ce qui est collation, cocktail, etc. Voilà, donc, Laetitia, à vos côtés, vous aimeriez tester un circuit de Formule 1? Pourquoi pas un jour. Voilà, Vera? Pour accoucher, ça peut être pas mal. Oui, toi, t'es un peu garçon manqué, c'est sûr que ça sera un peu rapide. Combien ça coûte de louer les 2 simulateurs? On vient toute l'équipe d'Alsace 20 personnes, ça coûte quoi? Alors, très bonne question. Là, tout dépend combien vous êtes. On fait entre 8 et 12 personnes. Si vous voulez rester 3 heures en journée, en soirée, je peux vous donner le tarif public qui est 15 € la session de 8 minutes par personne. Et pour les adhérents, forcément, nous, on a un tarif de 12 €. Mais après, le reste, c'est sur devis. Il suffit de nous contacter. Voilà. Et on m'a dit qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on est rincé, on est cuit. Oui, alors heureusement, on a la clim. Donc, il n'y aura pas de souci. Mais effectivement, on sort de là... transpirer. On a bien pris. Ouais. Voilà. Toutes ces informations de ces 2 simulateurs, c'est un vrai développement économique en fait, pour l'ACA aussi. Si vous avez envie de vous tester, eh bien vous allez sur le site automobile-club.org. On marque une toute petite page de pub et à suivre le Vera Lifestyle. Et tous les mercredis, c'est pas vendredi, c'est pas l'acquis encore, tous les mercredis, le Vera Lifestyle. Bonsoir à tous. Alors un petit coup de fraîcheur aujourd'hui, je vous parle d'une nouvelle marque, ça s'appelle Cosme Story et elle est naturelle et lifestyle. Avec nous Laetitia qui est une jeune entrepreneuse de 24 ans. Bonsoir Laetitia, parle-nous de ton concept, ça consiste en quoi? Bonsoir. Alors le concept peut se voir dans le nom qui est assez transparent. C'est vraiment des histoires personnelles que j'ai vécues, donc des histoires de voyage qui sont racontées à travers un concept un peu innovateur, à travers des cosmétiques. Et comment les voyages ont inspiré tes produits du coup? Alors du coup, c'est parti d'un constat très simple. C'est vrai que pendant 5 ans, j'ai effectué pas mal de voyages. Et c'est parti d'une question qui était assez récurrente en rentrant. C'était raconte-nous comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et en fait, j'ai toujours eu beaucoup de mal à vraiment expliquer de façon concrète ce que j'avais ressenti. Donc tu l'as exprimé dans les produits? Tout à fait. Mais ça veut dire quoi? Tu es allé dans un voyage, tu as eu un massage avec une huile spéciale, tu t'es dit je vais faire pareil? Non, pas du tout. C'est plutôt que ça marquait aussi la fin de ma vie étudiante. Donc je savais que j'allais pas forcément avoir l'occasion de voyager aussi souvent que je le faisais avant. C'est aussi une façon de garder des souvenirs qui m'ont construit près de moi. Et donc tu parles de distribution écologique, comment ça se traduit? Oui, alors Cosme Story a été créé sur le principe d'un green business. Ça veut dire qu'en fait, c'est un business qui tourne autour de 3 principes, c'est l'écologie, l'environnement et le développement durable. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est distribution doit être en accord avec ces 3 valeurs. Donc pour parler de distribution, ça va être mettre en place par exemple un système pour que les consommateurs qui ont utilisé des packaging, plutôt que de les jeter, nous les fassent parvenir, afin que du coup ça limite notre impact carbone, parce qu'on n'est pas obligé d'en reproduire plus, ça limite le suremballage et ça les fait aussi participer à une démarche écologique et plus responsable.
C'est vrai que moi j'ai vraiment flashé sur le packaging du produit comme ça qui est un peu conceptuel. Comment tu te positionnes en termes de prix ? Alors, en termes de prix, on est sur un positionnement milieu de gamme, haut de gamme. Si on ne prend pas le secteur des cosmétiques, mais vraiment le secteur des cosmétiques naturels et français, on est entre le milieu et le haut de gamme avec des prix pour la première gamme, par exemple sur New York, qui sont compris entre 27 € et 42 €. Alors tu as tous les produits en labo, le packaging, tout ça c'est prêt, mais tu as lancé une campagne Ulule pour pouvoir financer tout ça et pouvoir te lancer. Tout à fait. Comment du coup tu fonctionnes ? Tout à fait. Alors j'ai choisi Ulule pour rester dans la dynamique du Made in France et également parce qu'il propose un concept, c'est de donner une mention spéciale aux projets justement qui sont à fond dans l'environnement, qui se battent pour l'environnement et pour justement la dimension sociale. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette plateforme pour pouvoir avoir, on va dire, cette étiquette. Et c'est quoi ton objectif alors ? Alors l'objectif, on est sur 7 000 €. D'accord. Donc on a déjà atteint 40%. Et il nous reste une petite semaine pour motiver les gens, essayer de les faire entrer vraiment dans notre univers et les motiver à soutenir le projet et à participer. Voilà, donc en tout cas, vous avez le lien qui s'affiche en dessous. Si vous avez envie de soutenir ce beau projet, allez-y, les produits sont formidables. Cosme Story, autre actualité, Vera. Lionel, c'est parti pour les soldes d'été. Aujourd'hui, c'est comme d'habitude, c'est la folie. Et j'ai trouvé une alternative vraiment très sympa en termes d'écologie, développement durable. C'est une nouvelle façon de faire du shopping. Alors, il s'agit de Label Fripe qui vient d'ouvrir donc aujourd'hui également pour marquer les soldes. Pour commencer, vous pouvez vider vos placards en déposant ce que vous ne portez plus dans les bornes de collecte, comme celle-ci. En magasin, vous trouvez des pièces uniques à petit prix, ainsi que quelques marques de luxe. Les vêtements sont triés, donc ils sont plutôt en bon état. Vous contribuez ainsi à la création d'emplois et à la protection de la planète. Je vous donne rendez-vous à l'adresse qui s'affiche en dessous. Et c'est l'actu, ça a ouvert aujourd'hui. Tout à fait, ouais, en même temps que les soldes. Bon plan, coup de cœur pour finir. Alors, ce sont des très jolies boucles d'oreilles que je porte là tout de suite. Ça s'appelle l'atelier Peony. Ce sont les bijoux parfaits pour cet été. Vous allez voir les visuels, ils sont made in Alsace. C'est super tendance, c'est frais, pétillant, coloré. Tout est fait main en plexiglas et bois, puis découpé au laser. Tout ça, ça coûte moins de 30 € en moyenne. Je vous invite à aller sur Instagram pour faire vos commandes et découvrir son univers. Voilà, sur le Vera Lifestyle, sur le site Alsace 20 ou sur l'Instagram de Vera. Merci Vera. Merci. On va libérer tout le monde puisque dans un instant, il y aura En route pour le COS. Merci à vous. On va rappeler qu'il y a des portes ouvertes à l'Automobile Club pour tester les simulateurs de conduite qu'on a vus. Le vendredi, c'est pour les pros ? C'est ça, vendredi pour les pros et samedi pour les particuliers. Donc de 10h à 17h. À Strasbourg. 10h, 17h à Strasbourg, c'est bien noté, merci à tous. C'est Delphine Vespizer, dans un petit instant, elle a rencontré Roland, qui écrit le livre de sa vie, et moi je vous retrouve juste après. Salut Pinanter et bienvenue à Wiedenzolen. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Roland, qui a écrit un livre qui retrace un peu ton parcours. Un peu mon parcours, oui. Et on va vous présenter tout ça ensemble. Alors, Roland, dis-moi, on va commencer l'histoire, on va dire, vers tes 20 ans ? 22 ans, oui, où j'étais directeur logistique dans une société qui s'appelait Evoco à l'époque, à Guémar. D'accord. Et mon parcours s'est arrêté chez Evoco 18 ans après parce que ça a été vendu. Et ce jeune qui sait qu'il va être licencié a envie de continuer. Donc je suis parti outre-Rhin. Chercher du travail, j'ai trouvé dans une grande société également, en étant directeur de magasin. C'est pas parce qu'il y a un licenciement qu'au final on peut pas être encore plus haut après dans le poste. Oui, mais après il faut toujours avoir confiance en soi et être, je suis toujours optimiste et voilà et croire en soi, voilà, croire en ses compétences. Après 1 an et demi, j'ai fait un choix, j'ai décidé de revenir en arrière et de... Quitte à avoir un poste moins intéressant à nouveau en France, voilà, tu as voulu te rapprocher de ta famille. Mais moins bien rémunéré, on va dire, ou moins de salaire. Mais moi, je préférais ça, être près de mes proches pour avoir vraiment une vie de famille. Parce que la famille, pour toi, c'est important. C'est ce qu'il y a de plus cher au monde, oui, bien sûr. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un rebondissement dans ta vie, tu as fait un accident de voiture. Là, ça a été un déclic. J'aurais pu ou dû y rester.
Et là, j'ai un déclic de dire maintenant, prends la vie autrement, essaie de te mettre à ton compte et essaye de voir jusqu'où également tu peux. C'est déclic, quoi. Voilà, ouais. Et ensuite Oui, après l'accident de mon épouse qui... Deuxième accident de voiture dans la famille. Voilà. Elle a moins de chance. Là, c'était vraiment le... Ouais. Elle s'en sort pas près de 4 bien. 4 mois de coma. Et oui, mais c'est par remise, tout simplement. Et elle sera après handicapée. Ouais. En fauteuil, paraplégique. Et... Roland, que dirais-tu d'aller boire un petit verre pour continuer la suite de l'histoire? Avec plaisir. Allons-y. Comment est-ce qu'on réagit quand un événement comme ça nous tombe dessus? Chacun réagit différemment. Moi j'ai un caractère assez, on va dire, positif. À un moment donné, je me suis dit, il y a une situation, elle est là, tu ne peux plus la changer, mais la vie continue à côté. Donc essaie de faire au mieux pour l'aider et que toi aussi, tu puisses continuer à, je ne veux pas dire à survivre, mais continuer à vivre. Une fois que ton épouse est arrivée dans une maison spécialisée, toi, tu as continué à travailler. Et ensuite, il y a eu des événements professionnels totalement indépendants de ta volonté, parce que toi, tu es un battant, qui ont fait que tu as perdu beaucoup d'argent, ou Ouais, tout j'ai ton tout perdu, argent. ouais, j'ai tout. Ouais, Jusqu'à arriver dans la rue. Ouais. Là, à un moment donné, tu as le droit de te dire, tu n'es pas le seul, il y en a d'autres qui ont déjà eu le même trajet, le même circuit que moi. Donc, quelque part, tu fais avec, tu essaies de ressortir au plus vite et tu essaies, malgré ça, de continuer à travailler et malgré ça, d'essayer de trouver des gens qui te tendent la main. Moi, il y a des personnes qui m'ont prêté de l'argent et quand tu regardes voilà, les étoiles, tu dis... Elle est où la tienne, voilà, qui va te guider, mais à un moment donné, tu la trouves. J'aimerais que mes enfants puissent ne jamais oublier ce qu'était leur mère durant toutes ces dernières années. Elle a toujours été présente, attentive et s'est toujours battue pour eux. Elle voulait qu'ils réussissent dans leur vie et soient heureux en leur inculquant de vraies valeurs, des valeurs qui étaient essentielles pour elle. Elle leur a appris le respect, leur a expliqué comment ouvrir son cœur à la vie plutôt que de faire vivre des rancœurs, de dire la vérité car le mensonge ne mène nulle part, de ne pas être égoïste et de partager avec les personnes qui sont chères. Elle a fait ce qu'elle devait faire en tant que mère, soucieuse de la réussite de ses enfants. Elle leur a donné tout son amour et j'espère que mes enfants ne l'oublieront jamais. Toutes les péripéties et toutes les valeurs de Roland, vous allez le retrouver dans ce livre. Bravo Roland. On part de rester réaliste, optimiste, de croire en soi tout simplement, Oui. de croire en la vie et de ne jamais se laisser abattre par... Parce que ça peut arriver à tout le monde, donc à tous, ne jamais se laisser abattre. Roland, je te fais un bisou. Et toutes mes bonnes énergies. Et merci à toi. Avec grand plaisir. Et tu sais qu'à la fin de l'émission, en plus, on dit « Morotskut » et à bientôt. T'as compris ce que ça veut dire? Bien sûr, ouais. Alors Morotskut et à bientôt. Merci. Si je peux te donner un conseil pour ton futur, tiens-toi à l'écart des gens qui freinent tes ambitions. Les petits esprits font toujours cela. Seuls les plus grands te feront sentir que toi aussi tu peux réussir. Mais le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si tu aimes ce que tu fais, tu réussiras. Et bienvenue dans le magazine En route pour le COS de ce mois de juin. Chaque mois, Elsasin vous propose des experts de ce chantier tout à fait hors norme. Et aujourd'hui, on va parler de compensation environnementale, de mesures compensatoires sur ce chantier de 24 km. Avec nous, Guillaume Vallée, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Bienvenue sur Alsace 20, vous êtes responsable planification et contrôle d'avancement. Franck Guillet, bienvenue. Bonjour. Vous pilotez les travaux pour les mesures compensatoires pour Vinci et Laurent Darlé. Vous êtes le directeur régional adjoint à la DREAL. On rappelle que la DREAL, c'est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Merci d'être là et je commence avec vous si vous le voulez bien. On parle de compensation. Si ça peut paraître un petit peu abstrait, on le voit dans la presse, il y a beaucoup de compensation sur ce contournement ouest de Strasbourg. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Qu'est-ce qu'on entend par compensation environnementale? Alors, compenser, c'est mettre en œuvre une action qui vise à compenser une atteinte à la biodiversité. Il faut bien avoir ça en tête. Et c'est quelque chose qui, pour un porteur de projet, arrive en bout de course dans son dossier environnemental. Il faut bien avoir en tête que pour les espèces protégées, pour les habitats protégés, il y a une interdiction de détruire des espèces ou des habitats protégés, sauf il faut le recréer. à avoir une autorisation qui permet de s'assurer qu'on a bel et bien un retour à l'équilibre avec des mesures compensatoires. Et cette autorisation, c'est la DREAL ou c'est l'État en tout cas qui la donne? C'est l'État qui la donne, c'est le préfet qui la donne sur instruction de la DREAL.
en ayant en tête que, je le disais, c'est le bout de course dans la démarche, puisque quand on fait des mesures compensatoires, il faut s'être assuré auparavant d'avoir appliqué ce qu'on appelle la séquence éviter, réduire, compenser. Éviter, je regarde si, avec mon tracé, je peux éviter des sites intéressants. Okay. Réduire, je réduis les impacts. Par exemple, je fais des traversées sous l'autoroute pour réduire les impacts de fragmentation de l'habitat liés à l'autoroute. Okay. Et compenser, c'est les impacts résiduels qu'on compense. Alors Guillaume Vallée, comment est-ce que vous définirez votre travail sur les compensations ? Les compensations aujourd'hui, elles sont au cœur d'une activité de construction. C'est-à-dire qu'on ne construit plus aujourd'hui une infrastructure comme celle-là qu'on la construisait il y a quelques années. Aujourd'hui, on doit compenser effectivement au plus près des impacts et de manière proportionnée. Proportionné, ça veut dire qu'on va, bien sûr, comme l'a dit M. Darley, chercher à impacter le moins possible, mais compenser par derrière. Et au plus près des impacts, c'est aussi bien une dimension temporelle que spatiale. On enlève un bout d'1 kilomètre qu'on va prendre dans la terre agricole pour faire cette autoroute. Il faut compenser ce kilomètre qu'on a enlevé. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'avant de dire je vais compenser, je vais voir si je peux faire comme moins large, éventuellement mon autoroute, et puis pour réduire les impacts. Et puis après, on va faire l'inventaire de toute la biodiversité qu'il peut y avoir, des milieux, c'est-à-dire les espèces qui peuvent être accueillies. Et puis, ce qui a été supprimé, il va falloir le recréer par ailleurs. Laurent Darley, pourquoi est-ce qu'on ne peut commencer les travaux que quand on a compensé au préalable ? Alors parce que c'est une exigence nouvelle de la loi biodiversité. C'est compliqué, qui implique qu'il faut que les atteintes à l'environnement soient compensées en même temps, simultanément, concomitamment. Et donc l'idée, c'est qu'on n'ait pas de moment où l'habitat soit privé, parce que les mesures auraient lieu plus tardivement, d'un habitat reconstitué. Et donc il faut que les espèces, à tout moment, puissent retrouver une capacité d'être préservées. Équilibre au moment où on fait les travaux. Il faut avoir un équilibre à tout moment, et donc effectivement, il s'agit que les mesures compensatoires soient démarrées au moment où on démarre les impacts sur l'espèce ou sur l'habitat concerné. Alors dès le mois de février, nous avons suivi les travaux des mesures compensatoires comme la renaturation ou même la création de tout un nouvel écosystème qui était à Kolbsheim avec création de mares, plantation d'arbres sur un ancien terrain agricole. Reportage Mathieu Chanvillard. C'était en février dernier. Un champ de moutarde venait de laisser la place à une mare fraîchement creusée, à des semis et à ses pousses de saule plantées en terre. 4 mois plus tard, le temps et la nature ont fait leur œuvre et l'heure est au premier bilan. Le bilan, c'est que la végétation a bien poussé. Donc on voit dans la prairie qu'on a renaturée derrière qu'on a quand même des herbes relativement hautes. On a également nos arbres têtards qui étaient initialement juste des tiges de saule qui ont également assez bien repris. Donc on a des belles touffes, des belles branches bien feuillues qui sont apparues. Mais les compensations ne s'arrêtent pas là. Elles prévoient également un suivi des différents sites. Ici, la mare, pour l'instant à sec, sera retravaillée pour pouvoir y attirer des crapauds verts. Les arbres doivent favoriser l'installation de l'osmoderme, un petit coléoptère menacé. Pour ces arbres têtards, on doit couper les branches à intervalles de temps réguliers pour qu'ils ne grandissent jamais trop et qu'ils restent assez denses et touffus, de façon à pouvoir accueillir l'osmoderme, qui est une espèce qui adore ce type d'habitat. C'est donner un coup de pouce à la nature tout en n'empiétant pas trop sur son terrain. Ces compensations se répartissent sur une trentaine de sites, couvrant au total plus de 250 hectares. Voilà, on le voit, Franck, ça a bien repoussé quand même. C'est pas mal. Depuis le mois de février, vous êtes satisfait ? Satisfait. Voilà, vous faites la mise en œuvre de ces mesures compensatoires. Concrètement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une façon de faire qui est presque de refaçonner la nature ? Oui, je dirais plutôt que nous accompagnons la nature vers une nouvelle orientation écologique, avec toujours le même leitmotiv, c'est que la nature reprenne ses droits. Je vais peut-être vous surprendre, mais après des interventions, après quelques années, la plus grande réussite qu'on pourrait avoir sur ce chantier, concernant les travaux de mesures compensatoires, c'est de se rendre sur la parcelle et de dire, finalement, on n'a rien fait. D'accord, que ça ne se voit pas en fait. Exactement. C'est le but, de la manœuvre, Laurent Réal. Laurent Darley. Laurent Darley. Donc, ça sera vraiment notre plus grande réussite. Bien sûr, pour faire que ça marche, on s'appuie sur des compétences internes. Donc le pôle environnement chez nous, qui nous transmet une feuille de route, qui est transmise à des prestataires locaux, comme Nature et Technique,
qui vont intervenir donc, sur les différentes opérations. Et rapidement, je vais parler de quelques opérations. Alors, je voudrais juste qu'on comprenne comment on fabrique une mare, par exemple. Voilà, alors, je vais vous reprendre, excusez-moi, mais on ne fabrique pas une mare, on crée une mare. Une mare, en fait, c'est du sur-mesure. Il y a des mares de tailles différentes, de formes différentes. Tout dépend, en fait, de quelle espèce on souhaite introduire dans cette mare. Donc vous trouvez le terrain et là vous dites on va créer une mare. Exactement, il y a quand même des figures imposées, nous ne sommes pas complètement en freestyle. Par exemple pour le crapaud vert, la mare doit avoir une profondeur approximative de 80 cm, des pentes douces, des berges irrégulières. Donc vous voyez, on est quand même assez éloigné d'un trou dans le sol. Voilà, mais effectivement, vous fabriquez pas, vous créez. Guillaume Vallée, c'est quoi votre travail de planification sur tous ces sites? Comment on fait? En fait, mon travail, c'est mettre en parallèle des plannings de travaux et des plannings de mesures compensatoires. Ce n'est pas les mêmes équipes qui vont construire un viaduc et celles qui vont créer la mare dont Franck parlait tout à l'heure. Donc ce sont des équipes différentes, c'est des plannings différents, c'est même quand on le fait avec des partenaires, ce sont des contrats différents. Et tout ça doit être synchronisé et on doit s'assurer que les avancements des uns permettent les avancements des autres pour rester dans la maîtrise des impacts et toujours offrir les habitats ou les compensations qu'on doit faire en temps et en heure. Ce que disait Laurent Darlé. Alors pour compenser les bois et forêts, il a fallu faire l'acquisition de forêts, notamment à Mundelsheim et à Lampertheim. La surface est 20 à 40 hectares, on est à peu près sur des jauges comme cela. Vous avez le chiffre en tête, hein? Oui, approximativement. Voilà. Et c'était des forêts évidemment qui étaient plutôt dégradées par la tempête de 99. On a suivi Ludovic Boise avec l'ONF. Il régénère ses forêts. Regardez. Ces sous-bois portent encore les séquelles de la tempête de 99. Ici, pas de reboisement massif ou de grands chantiers. L'idée est de procéder par petites touches pour revitaliser la forêt. 4 mares ont ainsi été creusées. Le but, créer des zones humides et laisser la flore et la faune s'approprier l'endroit. Des crapauds, des grenouilles, des libellules, des papillons, ce genre de choses, dans un milieu qui pour le moment est relativement pionnier. Hein. Les travaux ont été faits il y a quelques mois. Et puis au fur et à mesure, ça va se coloniser. Un peu plus loin, les interventions font penser à de la couture fine. Les agents de l'Office national des forêts replantent des arbres à certains endroits ou réalisent des coupes pour faire de la lumière aux jeunes pousses. Ailleurs, enfin, on laisse la forêt complètement libre de se développer dans des espaces protégés. Donc on a 4 îlots de sénescence, donc on fait vieillir de manière volontaire les bois pour créer des cavités principalement favorables aux chiroptères et aux insectes. Mais aussi on a la lutte contre les invasives. Là c'est des fauches au printemps qu'il faut faire avant la floraison. Depuis quelques années, ces plantes, originaires d'Amérique du Nord, ont en effet envahi les forêts, étouffant les espèces locales au point d'occuper seules tout l'espace. Le même problème arrive parfois avec certains arbres, comme le robinier faux acacia. Sa croissance très rapide prive les autres pousses de lumière. Là aussi, des programmes ciblés de coupe sont prévus. Voilà, Guillaume Vallée, vous régénérez ces forêts. Ça serait très coûteux pour les communes. Hein. Après la tempête, ça coûte pas mal de sous finalement. Effectivement. Et puis, ce qui est bien, c'est que la structure de projet qu'on met à disposition permet d'absorber ça et d'organiser cela. Comment on fait en fait pour régénérer ? C'est tout un travail. En fait, on prépare le terrain. Après, on plante. Il y a toute une sélection d'espèces. Hein. Ça peut être des aulnes, des mesurisiers, des noyers, etc. Après, il y a aussi des haies qui sont installées, de cornoyers, de noisetiers, etc. Et puis après, on équipe. Ça peut être des protections en général qui viennent protéger ces îlots. Typiquement, les îlots de sénescence, c'est des îlots où les bois doivent vieillir et il faut que l'homme ne rentre pas. Et donc, on vient protéger correctement ces espaces. Vous vérifiez, Laurent, après le travail qui a été réalisé, vous allez sur place hein ? Alors oui, la DREAL se rend sur place, procède à des contrôles des mesures qui ont été édictées dans l'arrêté préfectoral. Vous prenez le cahier des charges et vous cochez les cases. Et on vérifie si c'est fait. Alors sachant que c'est bel et bien le porteur de projet hein, qui est en responsabilité pour la bonne mise en œuvre des mesures. Donc Vinci, porteur de projet. Voilà, Vinci, porteur de projet, en ayant en tête qu'on a déjà réalisé une quinzaine d'opérations de contrôle depuis le début du chantier, indépendamment des contrôles qui peuvent être exercés également par les collègues de la DDT dans le domaine de l'eau. Donc, grosse vérification. Franck Guillet, vous avez vous déplacé et recréé des milieux naturels. Vous aimez qu'on lise de cette façon-là, recréer ?
Oui, recréer, je préfère, oui, que déplacer. En fait, quelques chiffres au préalable, si vous me permettez. Les travaux de mesure compensatoire, ce qu'on appelle chez nous TMC, désolé pour l'acronyme, c'est 30 sites. C'est des sites d'une superficie allant de 1 hectare à 40 hectares. C'est une superficie totale globale de près de 260 hectares, superficie évolutive bien sûr. Un investissement de plusieurs millions d'euros. Le site le plus au nord se situe à Egversheim. Le site le plus au sud se situe à Altorf. En fait, pour conclure rapidement, nous sommes au plus près des impacts. Voilà, c'est 1300 hectares qui seront compensés. Vous venez de citer Altorf, ça tombe bien, puisque hier, il y a eu 60 hamsters, Laurent Darlé, qui ont été relâchés à Altorf. Il devait y en avoir 60 de plus à Oberschafelsheim, sauf que vers 10h, vu la canicule avec 35 degrés, ce travail a été déplacé. C'est aussi ça la compensation ? Oui, évidemment, le hamster d'Alsace, c'est une espèce emblématique qui nécessite une attention toute particulière. Elle est classée au niveau ministériel et donc effectivement est prévue dans l'arrêté préfectoral lié aux mesures que doit réaliser Vinci. Toute une série de relâchés. Je crois qu'il en reste encore au moins une quinzaine jusqu'en 2023. Avec des parcelles retravaillées. Il n'y a plus de maïs dessus parce que ça rend fou le hamster. Une chose est de relâcher l'espèce, une autre est de lui avoir mis à disposition un habitat approprié. Et là-dessus, il y a un travail tout à fait considérable qui a été réalisé en lien avec la profession agricole pour proposer des conventions spécifiques avec le monde agricole de façon à fournir au hamster un habitat qui soit propice à sa préservation. Eh ben, en tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. On se retrouvera en septembre. C'était le dernier numéro pour cette édition. Il y aura des travaux, vous en doutez bien, durant l'été. Il y a ce bulletin circulation pour avertir des routes coupées qui s'affiche à l'instant. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. On se retrouve en septembre. Salut.